Bonjour Gabriel Cluzel. Voilà, donc vous êtes l'auteur de Yes Kids aux éditions Fayard, parce que vous vous êtes rendu compte, en fait, il y avait un discours contre les enfants, une puérophobie, j'ai appris le mot en vous lisant, merci beaucoup, qui est absolument ravageuse. Avant de vous donner la parole, j'aimerais citer la manière dont vous-même vous citez Marine Le Pen. Dans le livre Femmes dirigeantes, comment elles ont osé, Marine Le Pen déclare voir un plus dans le fait d'avoir eu des enfants. Les enfants, ça fait deux choses, ça vous enracine et ça vous oblige à voir l'avenir. Vous ne travaillez pas pour votre bien-être à vous, ce que vous préparez, c'est leur vie à eux, et cela vous oblige à prendre des décisions qui s'inscrivent dans le temps long. Ça, c'est des choses, évidemment, que Sandrine Rousseau ne dit pas. Oui, de fait, et pourtant, vous savez, Sandrine Rousseau... Alors déjà, bonjour Richard, merci de m'accueillir. Mais vous avez eu raison, Arthur est beaucoup mieux que moi. Je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Alors, ce passage que vous avez cité fait partie d'un chapitre qui parle des femmes politiques qui, bien que mères, n'en font pas état. Alors, on ne peut pas faire ce reproche néanmoins à Marine Le Pen, parce qu'elle, en général, elle prône une politique nataliste, mais un certain nombre d'autres, vous avez cité Sandrine Rousseau, sont des dénatalistes croyantes, mais pas pratiquantes. Vous voyez, elle a 3 enfants, Sandrine Rousseau, donc si l'on s'en tient à la définition administrative, elle a donc une famille nombreuse, et du reste, elle a dit que ses enfants l'avaient tenue au moment de l'affaire Baupin, elle lui avait permis de survivre, elle dit que c'est merveilleux d'avoir des enfants, enfin, elle est comme toutes les mères finalement, mais en revanche, quand on lui parle des chiffres de la natalité, elle trouve très bien que la natalité soit basse pour la planète. Donc vous voyez, aujourd'hui, les femmes politiques ne défendent pas les mères, même quand elles se présentent comme féministes, et pourtant une majorité de femmes sont mères, c'est un fait, eh bien, ne défendent pas la maternité parce que c'est quasiment crypto-pétainiste. Alors moi, je comprends pas, parce que un enfant, ça devrait pas avoir de couleur politique. Vous savez, Victor Hugo, qui était quand même socialement à gauche, a écrit les plus belles pages sur la maternité, l'enfant. Enfin, je ne vais pas vous faire des citations. Hein, préservez-moi. Non, soyez sympa. Épargnez-nous Victor Hugo. Voilà, on va vous épargner Victor Hugo sur Radio Courtoisie. Mais néanmoins, il a écrit les plus belles pages sur l'enfance. Et puis, je me souviens que la compagne de Maurice Thorez, je ne sais pas s'il était marié, sans doute peut-être, à l'époque, la gauche était un peu bourgeoise, accusait au contraire la droite d'être malthusienne. Vous voyez, elle défendait la maternité. C'est fou quand même. Il y avait toutes ces images absolument merveilleuses de la propagande de gauche des années 20-30 où il y a la famille du prolétaire, où il y a 3, 4, 5, 6 enfants. Exactement. Et la famille du bourgeois qui réussit à produire uniquement un rejeton malingre et bien habillé au nom de la préservation du capital. C'est vrai que l'état d'esprit a tout à fait changé, mais et ça c'est frappant. Donc aujourd'hui, les femmes les femmes politiques, mais même les hommes, mais c'est encore plus étonnant de la part des femmes, ne défendent plus la maternité. Il n'y en a pas une. D'ailleurs, c'est à cela qu'on voit que le féminisme est un totalitarisme. C'est qu'il n'y a pas de courant qui défende la maternité. On pourrait imaginer que parmi tout le panel de féministes autoproclamés que l'on a autour de nous, je ne connais pas une femme qui ne se prétende pas féministe. Et du reste, moi aussi, je suis féministe d'une certaine façon parce que je ne suis pas masochiste. Hein, je défends les femmes. Hein, les cruciverbistes aiment les mots croisés. Moi, je suis une femme, j'aime le féminisme. Mais il n'y a aucun féminisme qui défende la maternité. Et ça, c'est absolument dingue. D'ailleurs, la mère, vous voyez, je utilise une terminologie de gauche, est aujourd'hui discriminée. C'est la seule catégorie de personnes que l'on peut moquer sans conséquence. Alors, c'est exactement le propos de votre livre Yes Kids, qui d'abord est évidemment le fait de dire, plutôt par rapport à ce mouvement No Kids, au contraire, allons-y, Yes Kids. Alors, on est sur Radio Courtoisie, oui, donc vous aurez compris. C'est pas moi qui invente No Kids, et si Gabriel Cluzel reprend la terminologie des anglicistes, c'est pour avoir un sous-titre, la colère d'une mère face au nouveau diktat de la famille. Voilà, on retombe dans le français. Je suis contente que vous l'expliquiez, parce que c'est vrai que sur Radio Courtoisie, c'est un peu compliqué d'avoir ce genre de titre. Hein, c'est un peu comme remettre en cause le dogme de l'Immaculée Conception sur Radio Notre-Dame. C'est un peu... parler des skits, mais il y a une raison. On est entraîné malgré nous par ce que nos adversaires racontent. Mais exactement, c'est une réponse à No Kids. No Kids, qui est un pamphlet d'une femme qui s'appelle Corinne Mayer, qui a été portée au nu, déclarée femme la plus influente. Son livre a été traduit en 11 langues et qui vraiment donne 40 raisons de ne pas avoir d'enfants.
qui en a eu elle-même. Et elle aussi, croyante mais pas pratiquante. Elle en a eu elle-même. Je ne sais pas comment elle regarde ses enfants d'ailleurs en face après avoir écrit ce genre de livre. Elle a écrit, c'était absolument fabuleux parce que vraiment, elle explique à quel point ses enfants lui ont pourri la vie. Et on se dit, mais là, on est en train de soit les types vont devenir tueurs en série, soit ils sont déjà alcooliques, soit elle aura une vieillesse malheureuse. Oui, puis ce qui est très frappant, c'est que son livre, bon, qui pourrait être amusant s'il n'était pas idéologique, si on le prenait au premier degré, elle cite évidemment tous les cas de figure dans lesquels les mères sont au bord de la crise de nerfs. C'est vrai qu'un enfant demande de l'énergie, mais tout son livre est conçu autour de l'idée qu'un enfant resterait à l'âge de 18 mois. Par exemple, il y a un chapitre dans son livre, une entrée, alors pardonnez-moi, là aussi je vais dire une grossièreté, mais c'est elle, et puis c'est un titre de film, elle dit un enfant, c'est le dîner de con tous les jours. Parce que, évidemment, quand vous avez un enfant de 2 ans, vous êtes un peu pendant le dîner entre le petit Suisse écrasé et la banane dans l'assiette. Mais en réalité, et vous le savez, quand un enfant arrive à l'adolescence, je peux vous dire que les conversations, à l'âge où il s'approprie ce que vous lui avez transmis, mais commence par le déconstruire un peu, il commence à avoir un peu de sens critique, et ben les conversations, c'est pire qu'un plateau télé. Hein, il y a une très jolie page où vous expliquez que vous avez l'impression d'être soumis au tribunal de l'Inquisition et tous vos arguments vous sont renvoyés avec beaucoup d'intelligence. On sent que vous regrettez presque de les avoir bien élevés. Donc, tout ce que vous dites, mais maman, tu avais dit ça. Et voilà, donc s'il y a dîner de con, ce jour-là, le con, c'est vous. Voilà, c'est donc parce que ce sont eux qui finalement ont l'esprit peut-être encore plus délié que vous. Donc c'est en réalité passionnant. Il y a une seule féministe qui a défendu la maternité, mais c'est pas du tout ce côté d'elle qu'on a retenu. C'est Marguerite Duras qui a dit ne pas avoir d'enfants, c'est se priver de rencontrer la moitié de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a un argument que je trouve un peu médiocre dans le bouquin de Corinne Maillard. Elle dit oui, vous voyez, quand vous avez des enfants, vous ne pouvez plus voyager. Alors déjà, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas emmener ses enfants en voyage. Je l'ai dit, c'est vrai que c'est moins simple. On est d'emmener toute une flopée d'enfants, mais est-ce qu'on préfère pas rencontrer ses enfants finalement que ceux des autres à l'autre bout du monde? C'est vrai que on sent beaucoup de réflexions superficielles dans ce livre, et je trouve que c'est une vraie tromperie et une violence faite à la femme de lui laisser imaginer qu'avoir un enfant l'amoindrirait. J'ai une amie qui passait son temps à courir le monde et qui revenait en m'expliquant qu'elle avait passé un moment absolument merveilleux avec des pêcheurs dans les Andes, dans un village lacustre. Et donc, elle était à rencontrer ces pêcheurs dont elle ne parlait pas la langue. Voilà. Et donc, mais le simple fait de manger du poisson dans une case lui paraissait être une véritable rencontre. Et en revanche, évidemment, elle ne parlait pas à la maraîchère qui était dans la rue où était notre bureau parce qu'il n'y avait aucune raison de parler aux gens qui étaient à côté d'elle. Je suis toujours fasciné par cette idéologie de la rencontre. Oui, c'est le lointain plutôt que le prochain. On préfère rencontrer les enfants des autres que les siens que l'on n'a pas eu. Voilà. Dans votre livre, Yes Kids, non seulement c'est une déclaration d'amour aux enfants, mais c'est aussi une revue politique en fait de tout ce qu'aujourd'hui l'État met comme difficulté face aux mères, la manière de ne pas tenir compte en fait du travail familial, par exemple dans le PIB, la manière dont l'administration considère que passer 4 enfants, il n'y a plus de place sur les papiers administratifs, mais la manière aussi dont il y a un regard vraiment soupçonneux posé sur ce que vous appelez les mères de famille XXL, dire qu'elles ne signifie pas qu'elles sont énormes, ça signifie juste qu'elles ont 5, 6, 7 enfants, et là, on sent que c'est absolument aberrant. Et l'un des grands aberrants en personne, c'est Emmanuel Macron, le 26 septembre 2018, à l'événement Goalkeepers, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Arpentant le podium, Macron déclare « J'ai toujours dit, présentez-moi une femme qui a décidé, en étant parfaitement éduquée, d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. » Donc, autrement dit, si vous avez beaucoup d'enfants, c'est que vous êtes neuneux. Oui, il y a une présomption de sottise pour la femme, la mère de famille nombreuse. Alors, vous avez raison, je dis souvent, moi, je suis une marginale au sens propre du terme, quand on est une mère de famille nombreuse, parce que souvent, sur les formulaires administratifs, il n'y a plus, on est obligé d'écrire dans la case pour ajouter, dans la marge, pardon, parce qu'il n'y a pas assez de cases pour ajouter le nom de ses enfants. Alors, moi, cette citation cette phrase d'Emmanuel Macron m'avait
m'avait profondément choquée. Il s'était attiré du reste une volée de bois vert à travers le monde de toutes les mères de familles nombreuses qui avaient fait des études poussées et occupé des postes prestigieux, notamment les Américaines. Vous savez, les Américaines, il ne faut pas trop se frotter à elles. Mais même Madame Guémard. Madame Guémard qui a 9 enfants. Chantal Delsol qui a 6 enfants, qui n'est pas tout à fait idiote, nous en conviendrons, lui avait fait une réponse aussi tout à fait bien sentie. Mais cela en dit long sur l'état d'esprit. De quelle autre catégorie de personnes pourrait-on parler avec autant de mépris? On ne voit pas pourquoi le nombre d'enfants serait inversement proportionnel à l'intelligence. Et c'est vrai que tout ça, vous parliez de mère XXL, là aussi on dit aux femmes, bah, vous allez gâcher votre corps. Bon, je ne sais pas si Angela Merkel, qui n'a pas eu d'enfants, est tellement plus belle que Ursula von der Leyen, qui en a eu 7, pour rester dans le registre des Allemandes. Bon, donc si vous voulez, tout cela, tout dans le discours général, on parlait de puérophobie, c'est l'expression un peu cuistre que j'ai utilisée. Mais c'est pas vous qui l'inventez. Non, voilà, c'est un journaliste du Monde. Mais on pourrait parler aussi de maternophobie. Tout, parce qu'au sens propre du terme, phobie, au sens de peur, c'est-à-dire tout contribue à faire peur, c'est-à-dire des arguments physiques, écologiques. On vous explique qu'il faut protéger la planète, mais Gaïa, vous savez, c'est la déesse archaïque qui se nourrit d'enfants. Aujourd'hui, autrefois, on offrait des enfants, vous savez, aux dieux... Pour apaiser leur colère. Là, visiblement, Gaïa, c'est pareil. Mais à quoi sert la Terre si elle n'a plus d'enfants dessus? On ne voit pas très bien. Et donc, écologique, économique, on vous explique que vous êtes pauvre. Là, je ne sais pas si vous avez vu récemment, ça a été un florilège. Je crois que c'était sur je ne sais plus quelle chaîne, TF1 peut-être, et aussi LCI, c'est vrai qu'ils fonctionnent ensemble. Il disait qu'un enfant vous coûte une maison. Vous voyez, parce que c'est à peu près 300 000 € un enfant jusqu'à 25 ans. Donc moi, vous voyez, j'ai perdu 7 maisons. En même temps, je ne sais pas très bien ce que je ferais de toutes ces 7 maisons. Un appartement à Paris, La Baule, Deauville... J'aurais du mal à les occuper, n'est-ce pas? Bon. Donc tout contribue, donc écologique, économique, psychologique. On vous explique que ce regret d'enfant, ça aussi, c'est très fort. Il y a eu un livre qui est sorti récemment, un peu comme Corinne Maillère, pour expliquer, faire témoigner des femmes en disant qu'elles regrettaient d'avoir eu des enfants. Vous imaginez la violence du propos? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas donner de fessées aux enfants parce que c'est violent, voire il ne faut pas leur mettre de notes à l'école parce que c'est vexant, mais on leur explique qu'on aurait préféré qu'ils ne soient pas là. Mais moi, je ne sais pas quel niveau de violence c'est. C'est absolument affligeant. Et en fait, c'est faux, parce que moi, je vous le dis, et je crois que tout le monde le sait, il faut revenir les pieds sur terre. Ce n'est pas un enfant de plus, le malheur, c'est un enfant de moins, évidemment. Il y a des pages tout à fait saisissantes où vous parlez justement de ces mères dont l'enfant a disparu. Et notamment, vous allez à Versailles, dans un quartier assez pauvre, où vous rencontrez la mère d'un soldat de l'Est qui a disparu sur le front de l'Est. Enfin, non, alors pas sur le front de l'Est. Il était. Pardon, j'interromps votre propos. Mais je vous en prie. Non, mais c'était il y a quelques années, ça m'a beaucoup frappé. J'enquêtais sur, vous savez, l'armée au moment des premières OPEX n'avait pas compris qu'avec les réseaux sociaux, les familles étaient mises au courant avant que le chef de corps ait eu le temps d'arriver avec ses gants blancs et pour expliquer aux familles que malheureusement, comme pendant la guerre de 14, son enfant était mort. Donc ça, il était d'origine polonaise, enfin en tout cas. Voilà, si j'en croyais. Il était dans des troupes françaises, c'était un soldat français. Et donc, je voulais son témoignage parce que la pauvre avait, depuis l'armée a réglé le problème du reste, mais l'avait appris sur Facebook. Elle avait appris sur Facebook que son fils était mort, ce qui était quand même assez violent. Elle avait appris sur Facebook parce que ses camarades avaient communiqué voilà, et l'armée n'avait pas anticipé le fait à l'époque que ça allait évidemment être diffusé très vite. Aujourd'hui, il y a une bulle de silence. Enfin bon, ils ont réglé le problème. Mais c'était pas ça l'objet du propos dans mon livre. C'est que donc j'entre et je vois des photos. Vous savez, type photo de classe avec un fond trop bleu, un enfant bien peigné, souriant. Il était beau comme un dieu, cet enfant. On voit toutes les photos alignées sur le mur. Il ressemblait à sa mère et avait des très beaux yeux. Et donc, je me suis dit à un moment, mais elle souffre tellement, cette dame. Visiblement, elle était mère célibataire, c'était son seul fils. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu qu'elle n'ait pas eu d'enfant du tout? Moi, elle n'aurait pas souffert. Parce que donner la vie, c'est donner la mort aussi. Et elle m'a répondu, j'aurais osé poser la question, mais elle m'a répondu d'elle-même, elle m'a dit, écoutez, je suis contente d'avoir au moins partagé 20 ans de vie avec lui. Voilà.
Et ça a été un bonheur. Mon fils, il m'a apporté que du bonheur. Donc, vous voyez, la réponse, elle me l'a apporté. Et depuis l'apparition de ce livre, j'ai une dame qui m'a écrit. Là aussi, c'est très dur, mais c'est une réalité. Elle m'a dit, écoutez, j'ai lu votre livre. Moi, j'ai perdu un fils à 15 ans qui s'est suicidé avec un camarade. Alors, je ne sais pas de quelle façon, hein, mais elle me dit, mais pourtant, c'est tragique. Enfin, il n'y a pas pire pour un parent. Elle me dit, mais je suis contente de ces 15 années passées avec lui. Voilà. Donc, elle m'a dit, c'est la plus belle rencontre de ma vie. Je suis en train de recevoir Gabriel Cluzel qui nous parle de Yes Kids, paru aux éditions Fayard, qui était en fait la colère d'une mère face au nouveau diktat de la famille. Et tout à l'heure, nous recevrons Rémi Tell dans l'édition à 9h07. Gabriel Cluzel, c'est un livre voilà, où on sent que bon, y a toute votre frustration de mère qui, dans les dîners en ville, est obligée d'écouter des trucs stupides, qui sur les plateaux télé reçoit des réflexions bizarres, qui en ouvrant les journaux où on voit une bobo quelconque en train d'expliquer qu'elle préfère son chien ou qu'elle regrette vivement son fils. Voilà, c'est un livre voilà, de réaction, c'est un livre bien écrit, c'est un livre drôle, mais c'est aussi un livre avec des réflexions profondes et qui nous oblige en fait à questionner, comme dirait un gauchiste, plusieurs choses. Et notamment, à un moment donné, vous opposez la manière dont les femmes sont pleines d'empathie et la manière dont les hommes sont pleins d'esprit de système. C'est-à-dire, il y aurait une intelligence masculine qui analyse, systématise, était prise de vérités précises, de mesures, et en face, une intelligence féminine qui, elle, est dans la compréhension, le fait de la socialisation. Et c'est tout à fait intéressant, ça m'a même fait songer à une étude américaine remarquable où on demandait à des chercheurs et à des chercheuses si, dans le cadre des controverses universitaires, il fallait privilégier la vérité ou le consensus. Donc, on parle d'universitaires. Eh bien, les universitaires femmes expliquaient qu'il valait mieux privilégier le consensus à la vérité. Dire, en fait, il vaut mieux produire une recherche scientifique biaisée parce que tout le monde est d'accord que de produire une recherche scientifique exacte. Et les hommes étaient pour l'exactitude, donc quitte à se brouiller avec tout le monde, la terre entière et vraisemblablement les universitaires femmes. Et ça, ce genre de différences, elles sont scientifiquement prouvées. Et c'est quelque chose que les féministes abhorrent. L'idée que les intelligences ne seront pas les mêmes, que les corps ne sont pas les mêmes, qu'il n'y a pas des personnes qui menstruent, qu'en fait ça s'appelle des femmes. Voilà. Non, vous avez complètement raison. Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a une potentialité maternelle, je ne sais pas si on a le droit de dire ce mot, mais s'il existe seulement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une inscrit dans les femmes, et tout le monde le sait, on peut faire semblant de le nier, mais c'est une réalité, quelque chose qui est altruiste. Voilà, il y a une forme de don. D'ailleurs, c'est extrêmement décrié par les féministes qui disent on veut faire croire aux femmes qu'elles sont altruistes, il faut arrêter de parler de ça parce que après on les exploite. Mais pourquoi dans les entreprises, c'est toujours les femmes qui se chargent des cadeaux d'anniversaire, hein, les cartes qui circulent, c'est toujours une femme. C'est pas parce qu'on a décidé que c'était les femmes qui allaient s'y coller, c'est parce qu'elles se proposent. Moi, je peux vous assurer, et pourtant, Dieu sait si mon mari affectueux avec ses filleuls, mais ils auraient pas beaucoup de cadeaux si j'étais pas derrière pour m'en occuper. Vous voyez, on appelle ça une parraine, quand vous êtes la femme du parrain. Bon, et il y a cet état d'esprit. D'ailleurs, on dit, les filles sont pas scientifiques, il faut les pousser vers les sciences. Si les filles sont scientifiques, je vais vous apporter la preuve, il y a plein de médecins femmes. D'ailleurs, c'est une donnée qu'on n'a pas analysée pour les déserts médicaux. Vous voyez, ce déni fait qu'aujourd'hui, on se dit, mais c'est vrai qu'elles pratiqueront peut-être, et comme il y a beaucoup de femmes, elles ont des enfants, peut-être qu'elles auront une autre vision de la médecine, donc il faudra l'anticiper. Ça n'a pas été fait. Donc oui, il y a des femmes scientifiques, bien sûr. Non, les hommes et femmes ne fonctionnent pas de la même façon. Et ça, c'est une réalité. Alors qu'elles soient dans le métier du soin, dans les métiers du soin, qu'elles soient présentes souvent dans ce genre de profession, c'est pas un mal. Peut-être faut-il revaloriser ces professions, mais pas nier cette appétence pour ces métiers. Quand elles sont scientifiques, elles préfèrent être médecins que sur une plateforme pétrolière ou être informaticienne. C'est un fait. Et il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vue, je la cite dans le livre, que je trouve tout à fait éclairante sur le cerveau féminin et le cerveau masculin. Alors évidemment, il y a des exceptions, il est plus ou moins développé chez les unes, chez les autres, mais ils disent qu'un cerveau masculin met plutôt tout en équation et que du reste, l'autisme serait, selon cette étude, moi je ne suis pas scientifique, serait un cerveau masculin, un cerveau hyper masculin, c'est-à-dire qu'il met tout en équation. Et cette étude cite de façon assez drôle certains hommes qui du reste veulent mettre en équation le mariage et se dire
pourtant tout colle et je ne rencontre pas l'âme sœur, ça fonctionne pas avec cette personne. Ça, on a l'impression d'être dans Marié au premier regard. Vous êtes compatible à 76% avec Gudule. Voilà, oui, ben non, en fait, ça n'a pas marché. La vie, ce n'est pas une équation, donc on voit qu'on a besoin d'un cerveau un peu féminin et d'un cerveau un peu masculin. Dans votre livre, vous dites aussi, et j'ai adoré la phrase, un certain féminisme a décidé que cerveau et utérus étaient inversement proportionnels. La formulation scientifique m'a enchanté. Ce postulat insultant n'a jamais été remis en cause. L'amputation d'une des potentialités majeures de la femme, la maternité, est un préalable indispensable au déploiement de son intelligence. Ouais. Oui, c'est exactement ça, et ça rejoint ce que nous disions sur les familles nombreuses, c'est-à-dire que le cerveau se réduirait au fur et à mesure de votre maternité. Donc c'est quand même assez désolant. On ne peut pas imaginer, personne ne peut imaginer que la maternité puisse, au contraire, vous développer, y compris dans votre intelligence, dans votre organisation, dans votre façon de voir la vie, dans votre humilité, dans votre... Moi, cela m'a... augmenter, si j'ose dire, on parle toujours d'homme augmenté, l'intelligence artificielle, là c'est l'intelligence naturelle, c'est la femme augmentée par la maternité. Et d'ailleurs je refuse de dire qu'est-ce que la maternité a changé à vous, je refuse de répondre à cette question parce que elle m'a pas changé, fondamentalement on reste les mêmes, mais elle a rajouté des éléments supplémentaires. Mais c'est vrai qu'il y a cette présomption que la maternité écraserait tout, et en particulier le cerveau, ce qui est quand même proprement insultant. Donc c'est vrai, vous voyez, on dit souvent ah oui, il y a des pays, on a changé, augmenté les allocations familiales, changé la politique familiale, et pourtant la maternité n'est pas en hausse, enfin la natalité, pardon, n'est pas en hausse. Mais parce qu'on n'a pas changé les états d'esprit. Et ça me paraît vraiment crucial. Vous savez, quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, les journalistes qui vont le recevoir vont se dire « Oh là là, ça va être un peu cucu. Hein. » Et vous voyez, il y a cette... Eh bien, pas du tout. Soyez honnête, Richard. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette présomption-là que la maternité serait une activité un peu niaise. Alors après, vous savez, les gens heureux sont toujours agaçants. C'est ce que j'explique aussi dans mon livre. Vous savez, on dit toujours, le Christ disait d'aimer les pauvres, mais moi je trouve qu'aimer les pauvres c'est assez facile. On va aider les pauvres et des maraudes, on se sent bien de les aider, puis on se dit finalement j'ai de la chance. C'est aider les riches qui est compliqué. Et quand vous avez une mère contente d'elle-même, qui, avec tous ces marmots, moi je peux vous donner des témoignages de 1000 amis qui ont eu du mal à avoir des enfants ou qui n'en ont pas eu, elles m'ont dit il n'y a rien de plus exaspérant qu'une femme enceinte contente d'elle-même, ou une femme avec sa flopée d'enfants. Donc il y a beaucoup sans doute de dénigrement de la maternité, parce qu'au fond on sent que les mères sont heureuses et ça leur donne un petit côté agaçant. Ça leur donne un côté agaçant. Et vous dites aussi, pour avoir un enfant, il faut s'aimer soi-même, se juger digne de se dupliquer. Il y a ça aussi peut-être. Corinne Mayer, peut-être, intellectuelle de gauche, à la fin de sa vie, se rend compte en fait, qu'elle n'aurait jamais dû se dupliquer, qu'elle se hait elle-même à défaut elle préfère dire que ses enfants l'ennuient. En fait, fondamentalement, c'est elle qui a envie de passer de l'autre côté. Moi, je pense qu'il y a une dépréciation profonde au cœur des Occidentaux, qui est dans le cœur des Occidentaux. Vous savez, et je le cite aussi dans mon livre, je ne sais plus malheureusement le nom de cet auteur, il y a une femme qui a écrit sur les enfants de nazis. Je crois que ça s'appelle Enfants de nazis, du reste. Et elle explique que souvent, ils n'ont pas voulu avoir d'enfants parce qu'ils ne voulaient pas transmettre de mauvais gènes. Mais bon, c'est le cas extrême. Ce qui est assez nazi comme façon de penser, d'ailleurs. Du reste. Mais c'est vrai, vous avez raison. J'y avais pas pensé. Là, il est intelligent, Richard de Sète. Mais en réalité, la culpabilité qui habite le cœur des Occidentaux aujourd'hui, ils sont coupables de tout. Hein. C'est un peu des culpabilités en poupée russe. Ils sont coupables s'ils sont européens, d'avoir été colonisateurs, puisqu'ils sont humains, d'avoir opprimé les autres espèces, hein, dans le mouvement antispéciste. Pour les écolos, ils respirent, hein, donc ce sont des animaux comme les autres qui respirent, donc ils sont coupables aussi. S'ils sont hommes, ils ont opprimé les femmes, enfin, etc., etc. Tellement de culpabilité qu'à la fin, ils se disent, mais en fait, il faut pas qu'on se reproduise. Nous ne sommes pas dignes de nous reproduire. Et je crois que cet état d'esprit, d'ailleurs, si on pourrait y voir, dans cet état d'esprit, on pourrait voir une forme de... d'injonction politique à détruire une civilisation, parce que quand vous aurez détruit tous les bâtiments, brûlé les livres, empêché les auteurs de s'exprimer, il reste ce qui est transmis
aux enfants ce qui est dans leur cœur, les mœurs qu'on leur transmet, notre façon de vivre, notre façon de penser, notre roman familial. Donc, si les Occidentaux n'ont plus d'enfants, eh bien tout cela ne sera pas transmis. Alors pour revenir à Corinne Maillard, moi je vais vous dire quand même, parce qu'il faut un petit point d'optimisme, c'est que je pense que la gauche est en train de s'autodétruire. Parce que cette gauche-là, on va dire la génération Mitterrand et après, elle a entendu le message 5 sur 5. Ces enfants qui sont à Sciences Po, à l'ENS, etc., ne veulent pas d'enfants. Qui aujourd'hui a des enfants? Plutôt les gens religieux, hein, les musulmans, oui, les juifs orthodoxes, vous savez, en Israël, ils ont pris une part tellement importante qu'on ne peut plus les dispenser de service militaire. On leur a dit, attendez, là maintenant vous êtes tellement nombreux que c'est plus possible. Donc on voit que, comme dirait Éric Zemmour, la démographie, c'est bien le destin. Et les catholiques. Je me souviens au moment de la manif pour tous, les gens disaient mais d'où sortent tous ces enfants? Forcément, quand on est pour la vie, ça se traduit dans les faits. Donc cette gauche-là ne se rend pas compte qu'elle est en train de se tirer une balle dans le pied. Alors, c'est amusant, aux États-Unis aussi, on s'est rendu compte que la communauté hispanophone était de plus en plus nombreuse et qu'on était sur le point d'avoir un basculement démographique et religieux. C'est-à-dire que les protestants, ayant parfaitement compris le message du progressisme, je parle d'un certain nombre de protestants, donc n'ont plus d'enfants. Et donc, du coup, les démocrates se retrouvent parfois seuls. Et là aussi, la nature étant bien faite... Quand un hispanophone est correctement nourri, correctement payé, etc., il n'a aucune envie d'avoir des idées de gauche. Il adopte des idées de droite qui sont les plus naturelles du monde. Ça a été la grande erreur de diagnostic au moment de l'élection de Trump. Les gens disaient « Ah bah oui, mais parce que puisqu'ils sont immigrés, ils vont voter démocrate. » Non, ils n'avaient aucune envie de voter pour les folies wokistes des démocrates. Et de fait aussi, ils ont envie d'offrir le rêve américain et un avenir à leurs enfants. Donc c'est vrai que cette injonction à la dénatalité prônée par la gauche peut se retourner contre elle. Et quand on vous écoute, Gabrielle Cluzel, vous avez rappelé que vous aviez perdu cette maison, donc en ayant eu 7 enfants. Vous êtes mère de famille, vous avez un métier, vous courez les plateaux télévisés. Il n'y a aucune antinomie entre vos convictions, votre mode de vie, votre maternité, votre travail. Pourquoi est-ce que la gauche met tout le temps en avant que n'importe quel enfant est en fait un frein à une carrière, qu'on ne peut plus rien faire dès qu'on est mère ? Oui, c'est vraiment un discours cliché, mais qui est très fort. Moi, quand je dis que j'ai des enfants, quand je dis mon nombre d'enfants, déjà, je me sens un peu transgressive. À quoi on voit une transgression? C'est quand on n'ose pas la dire tout haut, quand on se dit qu'elle va choquer. Et les gens se disent, mais comment tu peux travailler avec cet enfant? Et c'est des gens de gauche qui me le disent. Donc, c'est quand même incroyable. On a posé cette idée que si vous aviez des enfants, vous étiez complètement... absorbé par votre maternité. Moi, je répondais à une question de l'abbé de Tanoarn qui m'interrogeait là-dessus, qui me disait, mais est-ce que votre maternité, votre travail, comment tout cela se conjugue? Je ne sais plus exactement la formulation de sa question, mais je lui citais un exemple. Écoutez, il y a une femme qui a eu pas mal d'enfants, qui s'appelait Zélie Martin. Elle était chef d'entreprise. Son mari a même démissionné de son propre boulot. Il était horloger pour la rejoindre dans son entreprise de dentelière. Et quand on lit la correspondance, vous savez, j'ai lu la correspondance entre Zélie Martin et son mari. Au début, moi, c'est un peu comme les bouquins sur la maternité. Les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est ce que je veux préciser, c'est que finalement, ses enfants ont pas mal tourné. Elle les a pas si mal élevés que ça. Et donc, elle a réussi à tout concilier. Oui, je parlais de cette correspondance. Ils avaient des vrais échanges sur leurs ouvriers. C'était sur le bien-être de leurs ouvriers. C'était extrêmement frappant et peut-être novateur. Donc, c'est absolument pas antinomique. C'est vrai que la révolution industrielle a un petit peu changé les choses et le salariat, parce que c'est pas le travail. Autrefois, les paysannes travaillaient, les femmes artisans travaillaient. C'est la distance entre le lieu du travail et le domicile qui rend les choses compliquées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail est une aide pour les femmes. J'avoue qu'en tant que journaliste, envoyer mes chroniques par courriel, eh bien, c'est extrêmement pratique. Alors c'est vrai que la télévision, il faut quand même se déplacer. Et puis, évidemment, un enfant ne reste pas 18 mois toute sa vie. Donc, je crois qu'opposer travail et maternité est un piège. Gabrielle Cluzel, il nous reste une minute. Si vous deviez résumer rapidement le message que vous voulez faire passer
avec Yes Kids? Eh bien, je dirais, n'ayez pas peur, comme dirait Jean-Paul II. Écoutez votre désir d'enfant, parce que je crois qu'il y a un désir d'enfant inscrit dans le cœur des femmes. Et je dirais même, soyez égoïstes, parce qu'on leur dit pensez à la planète. Non, pensez à vous, pensez à vos parents aussi, parce que c'est une grande violence pour les grands-parents de ne pas avoir de petits-enfants. Je les entends souvent, c'est une réalité. Donc, ayez des enfants, et comme dirait l'autre, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Merci. D'ailleurs, vos enfants sont plutôt contents. Écoutez, mes enfants, en tout cas, ont envie d'avoir des familles nombreuses. Donc, je pense qu'ils n'ont pas trouvé ça si désagréable d'être si nombreux. Voilà. Mais merci beaucoup, Gabrielle Cluzel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Yes Kids, la colère d'une mère face au nouveau diktat de la famille, aux éditions Fayard. Et j'espère qu'on va pouvoir vous entendre encore longtemps défendre la maternité et les familles nombreuses un peu partout. Merci beaucoup. Richard.